Comme de nombreux films d'horreur, le film Le Dernier Rite de Peter Cornwell affiche le slogan tiré d'une histoire vraie. L'affirmation est vendeuse, elle contient assurément la promesse de quelques frissons supplémentaires, mais elle est très éloignée de la vérité. D'après Lorraine Warren, qui a enquêté sur l'affaire, le film n'est que très vaguement basé sur l'enquête réelle. On a également parlé de griffures sur les murs, de sang et des séances de spiritisme. Ce n'est pas du tout le genre de choses qui se passait dans la maison. La véritable affaire était beaucoup plus effrayante que n'importe quel film. Alors s'abat-il sur les bonnes personnes? Nous sommes une famille normale comme toutes les autres. Nous n'avions rien demandé de tout ça. Et nous ne le méritions pas. C'est parfait. Les pièges. Il y a une histoire derrière ces murs. Le premier qui arrivera ou choisit sa chambre. Matt, tu t'es trouvé une chambre? Dans la cave? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? J'en sais rien. Les gens ne contactaient pas seulement les morts, ils les faisaient apparaître. Il y a quelque chose. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle HVP Histoire Vraie Paranormal dans True Paranormal History. L'histoire de la famille Schneidecker. Carmen et Allen Schneidecker avaient 4 enfants, 3 fils âgés de 13 ans, 11 et 3 ans, les 2 aînés étant les enfants de Carmen qui avaient eu un précédent mariage, et une fille de 6 ans. Les plus jeunes adoraient leur grand frère, Philippe, mais malheureusement ce dernier était atteint d'un lymphome, une forme très sérieuse de cancer. Comme il n'existait aucun centre de traitement pour enfants dans la région où ils vivaient 5 fois par semaine, Carmen et son fils devaient parcourir les 480 km qui les séparaient du Connecticut où se trouvait le centre le plus proche et en revenir. Depuis peu, Philippe subissait un nouveau traitement, plus difficile à supporter encore. La radiothérapie était si intense qu'il en avait la peau brûlée et noircie. Le trajet était particulièrement éprouvant pour lui et cette fatigue venait s'ajouter aux nausées, aux maux de tête et aux douleurs. Il accablait. Sa mère avait peur que toutes ces épreuves ne finissent par le tuer. Aussi décida-t-elle de chercher une maison près des médecins qui le soignaient. Elle fit les petites annonces, téléphona à toutes les agences, mais personne ne semblait vouloir d'une famille avec 4 enfants. Finalement, elle accepta de louer la seule maison disponible sans même la visiter. Le 19 juin 1987, Carmen, Allen et leur enfant quittèrent New York afin de s'installer dans une vieille maison que l'on surnommait la Allan House, au 208 Meriden Avenue, à Surrington, dans le Connecticut. À leur arrivée, Carmen supplia son mari d'aller visiter la maison et de lui dire si tout allait bien. Sans vraiment savoir pourquoi, elle angoissait. 15 minutes plus tard, Allan s'approcha de la voiture et lui demanda de venir voir. En entrant dans le hall, tout semblait relativement normal. Puis Carmen remarqua qu'au-dessus de chaque cadre de porte se trouvait un crucifix. Elle regarda son mari, surprise, et ce dernier secoua la tête devant son incompréhension. C'était un salon funéraire, lui expliqua Allan en désignant une porte. Abasourdie, Carmen suivit son mari au sous-sol. En bas de l'escalier se trouvait un long couloir qui longeait 3 murs et une autre pièce s'ouvrait sur la droite. Quand Carmen poussa la porte vitrée qui, en bloquant l'accès, elle comprit immédiatement qu'il se trouvait dans une ancienne salle d'embaumement. La table de métal, les différents lavabos, le matériel, les poignées de cercueil, les étiquettes, les photos jaunies et l'ascenseur à cercueil, ne laissant aucun doute quant au passé de la maison. Se retourna vers son mari et lui dit « Nous avons un fils qui se bat contre le cancer. Je ne veux pas qu'il soit confronté à sa propre mortalité. On ne peut pas vivre ici. » Allan la regarda un long moment silencieux, puis il lui répondit d'une voix blanche qu'il n'avait pas le choix. Il n'avait plus d'économie. Il s'était coincé. Carmen décida alors de ne pas révéler aux enfants que l'endroit était un ancien salon funéraire. Allan
et elle poussèrent une petite bibliothèque devant la porte qui menait à la salle d'embaument. Puis ils remontèrent l'escalier. L'ancien propriétaire du funérarium et l'un de ses voisins contestent cette version des faits. Ils soutiennent que la famille avait été pleinement informée de la situation avant de louer la maison. Les enfants étaient enchantés de leur nouvelle maison. Elle était immense et il avait l'impression de vivre dans un château. Sitôt les meubles déchargés, Alan dut rentrer à New York en raison de son travail. Carmen choisit d'installer Philippe au sous-sol, car la pièce possédait une salle de bain attenante. Le garçon était souvent pris de nausées et sa mère pensait qu'elle pourrait l'entendre s'il avait besoin d'elle. Philippe et son jeune frère Bradley dormaient dans ce qui avait été la salle d'exposition, juste à côté de l'ancienne salle d'embaument dont Carmen avait bloqué l'entrée. Le premier soir qu'ils passèrent dans la maison, Philippe descendit se coucher très tôt, épuisé. Carmen parla un moment avec son mari et elle était en train de raccrocher le téléphone quand soudain, une silhouette la fit sursauter. Philippe se tenait dans l'embrasure de la porte. « J'ai entendu quelqu'un m'appeler !» lui dit-il. Carmen lui expliqua alors qu'elle venait de parler à son père et qu'il avait probablement entendu prononcer son nom. Le jeune garçon lui répondit qu'elle se trompait. Il devait quitter cette maison et ne plus jamais y revenir, car il y avait quelque chose de maléfique. Les enfants, ayant pour habitude de fouiller partout, Philippe découvrit rapidement que l'endroit était un ancien salon funéraire et il expliqua à son frère Brad que les cercueils étaient autrefois exposés dans la pièce qui leur servait de chambre. Brad n'en croyait pas un mot. Alors pour prouver ses dires, Philippe poussa la bibliothèque et invita son jeune frère à rentrer dans la salle d'embaumement. Une fois dans la pièce, il désigna la table en métal à Brad et lui demanda « Tu veux l'essayer, Brad ?» Brad n'avait aucune envie de monter dessus, mais son grand frère venait de le défier et il ne pouvait pas résister à un défi. Le jeune garçon s'allongea alors sur la table et Phil commença à le faire tourner. Les lumières qui tournoyaient au-dessus de lui l'étourdissaient et Brad se mit à crier « Arrête, arrête !» Son frère le regardait sans bouger et il voulait lui faire peur. Le lendemain, Philippe lui proposa de lui montrer quelque chose. Dans la pièce où il n'avait pas le droit d'entrer, se trouvait une grille de fer forgé amovible qui dissimulait un sombre tunnel. L'aîné y pénétra le premier, une lampe torche à la main, et son frère le suivit. Soudain, alors qu'il progressait, Brad remarqua une tache foncée sur le sol. Elle était épaisse et visqueuse. Brusquement, Phil tourna sa lampe vers le mur. Un liquide d'un rouge sombre en dégoulinait. Il avait la couleur du sang. Terrifiés, les deux garçons sortirent du tunnel aussi vite qu'ils le pouvaient, poussant leur jeune frère Hadji, qui avait entendu leurs cris contre le mur. Carmen les vit arriver. Ils lui expliquèrent que des coulées de sang sortaient du mur. Carmen leur répondit que s'il y avait eu du sang coulant des murs, elle l'aurait remarqué, et elle souligna qu'elle leur avait interdit d'entrer dans cette pièce. Un jour, Carmen remarqua que le crucifix du sous-sol, celui qui était accroché au-dessus de la porte de la salle interdite, avait disparu. N'en restait que la trace plus claire qui se désignait sur la peinture jaunâtre, et elle pensa que ces garçons lui jouaient un tour. Elle s'inquiétait pour Philippe, qui était très malade. Les traitements étaient stressants et il traversait probablement plus de choses que ce qu'elle pouvait imaginer. Depuis son arrivée, il disait entendre des voix tous les soirs, mais maintenant, il voyait aussi des apparitions, et sa mère était persuadée que c'était un effet secondaire de la radiothérapie. Elle avait peur qu'il raconte ses histoires à ses frères et qu'ils s'y mettent à y croire. Cela faisait 6 mois qu'ils habitaient à la maison, quand une nuit, Philippe réveilla son frère Brad, lui intimant de se taire, puis éclairant l'angle de la pièce de sa lampe torche, il lui dit « Chut, chut, ne fais pas de bruit, ne dis rien, silence, regarde dans le coin, il y a 4 hommes qui sont assis. » Brad ne distinguait que des vêtements foncés, il ne parvenait pas à voir leur visage, mais alors que les hommes se rapprochaient de la table, son petit robot électronique se mit brusquement en marche. Le petit garçon était terrifié, son cœur battait très fort, puis tout à coup, les hommes se retournèrent simultanément et les 2 garçons s'enfuirent de la chambre en courant. Ils montèrent l'escalier à toute vitesse et se précipitèrent dans la cuisine où se trouvait leur mère, lui criant qu'il y avait 4 hommes encapuchonnés au sous-sol. Carmen n'était plus en colère qu'effrayée. Elle descendit l'escalier et demanda à ses fils de ne plus bouger. Ils semblaient terrorisés. Elle fouilla leur chambre, la salle d'embaumement et les autres pièces poussiéreuses
qu'elle n'ouvrait jamais, mais personne ne s'y dissimulait. En remontant dans la cuisine, elle prit le téléphone pour appeler la police, mais levant alors les yeux, elle s'aperçut que le crucifix qui se trouvait au-dessus de la porte de la cuisine avait lui aussi disparu. Peu à peu, tous les crucifix de la maison se volatilisaient. Bien évidemment, Carmen pensait que ses enfants s'amusaient à ses dépens, mais il lui répondait que c'était l'entité qui était responsable de ces disparitions. Peu de temps après, elle réunit tous les enfants dans la salle à manger et elle leur annonça la tenue d'un conseil de famille. Elle leur expliqua qu'ils habitaient dans un ancien salon funéraire, mais qu'il n'y avait pas de fantôme. Puis, se tournant vers Philippe, elle lui dit qu'il n'agissait pas comme un garçon de son âge et qu'il devait arrêter de faire peur aux plus jeunes. Elle ne voulait plus jamais entendre parler de fantômes. Philippe se leva alors de table et descendit dans sa chambre. Carmen avait des remords. Il lui était difficile d'être aussi sévère avec son fils alors qu'il était tellement malade. Cela faisait 1 an qu'ils habitaient à la maison. Quand un jour, Brad revint de l'école et découvrit que son grand frère avait déménagé sa chambre dans la salle d'embaumement. En apprenant la nouvelle, sa mère lui demanda « J'avais si peur de cette pièce, pourquoi t'y installes-tu » Tout d'un coup, Phil, qui accrochait des posters au mur de sa nouvelle chambre, la regarda brièvement et haussa les épaules. Pour Carmen, son fils rentrait dans sa période de puberté. Ils habitaient une nouvelle ville. Il avait un cancer, il entendait des voix, il voyait des choses et les médecins lui avaient dit que ses hallucinations n'étaient pas dues aux médicaments, ce qui avait dû le troubler. Il semblait se replier sur lui-même. Il devenait renfermé, ne parlait plus et ne souriait que rarement. Carmen ne savait plus vraiment comment communiquer avec lui. Au début de l'été, leurs cousines, Tim et Cam, vinrent habiter chez eux et toute la famille sortit pour les accueillir, sauf Philippe. Tim n'était qu'une enfant, mais le garçon s'était toujours bien entendu avec Cam, qui avait 17 ans, et la jeune fille en fut affectée. Elle descendit le voir dans sa chambre, espérant qu'il serait heureux de la retrouver. Mais ce ne fut pas le cas. Philippe écrivait souvent dans un carnet, et quand son petit frère lui demandait ce qu'il faisait, Phil ne répondit rien et le dévisageait. Bart en avait des frissons dans le dos. Un jour, Cam aidait sa tante à faire le ménage et elle descendit ranger la chambre de Philippe, qui était particulièrement en désordre. Mais alors qu'elle faisait son lit, elle découvrit un petit carnet noir dissimulé sous le matelas. La jeune fille avait l'impression de violer l'intimité de son cousin, mais elle s'inquiétait pour lui. Aussi décida-t-elle de montrer le carnet à sa mère, alors que Carmen tournait les pages du petit cahier. Elle se sentait de plus en plus terrifiée. Philippe ne parlait que de mort, de tuer des gens. Puis brusquement, elle commença à se demander s'il l'avait vraiment écrit tout seul. Son fils était dyslexique. Elle avait eu le plus grand mal à lui apprendre l'alphabet, et ses écrits contenaient des mots particulièrement complexes. Quand Carmen demanda à son fils comment il avait pu écrire tout ça, Philippe lui répondit que l'homme l'avait aidé. Un soir, alors que toute la famille se trouvait à table, Philippe étira les bras pour prendre quelque chose, et sa mère aperçut quelque chose dépassant de sa chemise, comme de profondes égratignures sur sa peau. Soulevant brusquement sa manche, elle découvrit que son bras était recouvert d'étranges signes ésotériques. L'autre était dans le même état. Certaines marques étaient fraîches, mais d'autres plus anciennes avaient laissé des cicatrices blanchâtres en haut de ses épaules. Cela devait faire des mois qu'il se traçait des signes sur la peau. Épouvantée, sa mère lui demanda alors pourquoi il se mutilait ainsi, et le garçon lui répondit qu'il ne savait pas. Quelque chose l'incitait à le faire. Carmen en était sûre, son fils avait changé. Jamais il n'aurait agi ainsi autrefois. Souvent Philippe les suivait silencieusement dans la maison. Il faisait peur à sa mère, comme à sa cousine Camille. Plus le temps passait, plus il devenait agressif. Parfois il faisait une remarque à Brad, et si son frère lui répondait, alors il le frappait. Un jour, assistant à la scène, Cam défendit Brad. Phil monta alors dans la chambre de sa cousine, et il commença à détruire tout ce qui pouvait l'être. La jeune fille qui s'était précipitée derrière lui tenta alors de l'arrêter, et une bagarre s'ensuivit. Philippe semblait animé d'une force surhumaine, et il la projeta à travers la pièce, comme si elle ne pensait rien. Cam restera un moment sur le sol, stupéfaite. Philippe avait un cancer, il était très malade. Jamais il n'aurait dû avoir la force de la repousser ainsi. Après cette altercation,
La situation dégénéra brusquement. Cam avait la sensation que des mains tiraient sur ses draps pour lui arracher. Ses couvertures étaient jetées à terre et son chandail se soulevait de lui-même. Parfois, la jeune fille sentait que quelqu'un tirait sur la bretelle de son soutien-gorge. Elle avait l'impression qu'une entité rôdait autour d'elle, qu'elle violait son intimité, et elle décida d'en parler à sa tante. Carmen se rendait compte que sa nièce était effrayée, mais elle se refusait à croire qu'elle était aux prises avec une entité invisible. À ses yeux, il n'y avait qu'une conclusion logique. Il s'agissait de son fils Philippe. Elle ne savait plus qui croire et quoi penser. Elle était déchirée. Il était son aîné, son fils adoré. Carmen avait souffert avec lui et elle l'aimait terriblement, mais elle devait également songer à protéger sa nièce et ses autres enfants. Comme Alan se trouvait à New York, elle devait décider seule comment gérer la situation. Carmen aurait voulu croire qu'il y avait une entité dans la maison, mais à chaque fois que Philippe l'avait appelée pour assister à une manifestation surnaturelle, elle y était allée, mais elle n'avait jamais rien vu. Perdue, elle téléphona à un médecin et lui expliqua ce qu'il se passait. Catégoriquement, le docteur lui répondit qu'il décrivait tous les symptômes de la schizophrénie et que Philippe devait être interné. Carmen s'effondra alors en sanglots. Son fils était au collège à ce moment-là. Et à son retour, elle tenta d'agir comme si il ne se passait rien de spécial. Elle lui avait préparé son repas favori. Ils étaient à table quand les hommes en blanc pénétrèrent dans la maison, sans même frapper à la porte et en silence. Et un silence pesant s'abattit sur la pièce. Les infirmiers s'approchèrent de la chaise de Phil, le saisissent par les aisselles et ils commencèrent à l'entraîner vers la porte. Phil se tourna alors vers sa mère et il la supplia. « Maman, ne fais pas ça !» Puis, brusquement, il commença à se débattre et à crier, demandant où on l'emmenait. Sa mère n'arrivait pas à lui dire. Elle pleurait et lui demanda sans cesse de lui pardonner. Dans l'ambulance qui l'emmenait vers l'hôpital psychiatrique, le garçon hurlait. Une fois sur place, les infirmiers lui passèrent une camisole de force et ils refusèrent que sa mère l'accompagne. Philippe l'implorait, la suppliait de ne pas l'abandonner. Puis alors que la porte se refermait sur lui, il cria brusquement « Maintenant que je suis parti, ils vont s'en prendre à vous !» Sur le chemin du retour, Carmen s'effondra. Elle pleurait, elle était en colère. Et ce que son fils lui avait crié pesait sur sa conscience. À ce moment-là, elle était prête à croire n'importe quoi, même ce qu'elle avait refusé de croire auparavant. Tout plutôt que son fils soit schizophrène jusqu'à la fin de ses jours. En arrivant chez elle, Carmen descendit directement au sous-sol et elle dit « Tu veux jouer, espèce de... Alors viens, t'en prends à moi !» Puis elle s'assit sur les marches de l'escalier et elle l'attendit. Elle resta assise là pendant des heures, en vain. Un soir, Carmen monta se coucher, épuisée. Elle dormait quand Camille vint frapper à sa porte. La jeune fille lui expliqua que les choses s'étaient encore produites. Elle était allongée quand soudain, quelqu'un avait tiré sa couverture. Pourtant, Phil n'était plus dans la maison. Carmen ne comprenait pas ce qu'il se passait, mais en sortant de sa chambre, elle s'aperçut que le dernier crucifix avait disparu. Tous les crucifix qui se trouvaient dans la maison s'étaient volatilisés et elle s'aperçut qu'elle avait été mystifiée. Toutes ses convictions tombèrent alors en poussière. Camille regagna alors son lit et sa tante l'accompagna pour lui dire des passages de la Bible. La jeune fille était allongée quand soudain elle se mit à crier « Il approche, je le sens, il approche !» Puis une main commença à caresser son corps sous ses vêtements et Cam se mit à hurler. Carmen leva alors les yeux vers sa nièce et elle vit une main glisser sous la chemise de nuit. Elle la voyait parfaitement. Elle en distinguait les os et les jointures. Alors elle prit Cam dans les bras et elle courut vers la salle à manger. Les deux femmes étaient terrifiées. Cam reprenait son souffle, assis sur une chaise, quand soudain, elle s'écria « Tante Carmen, il approche !» Carmen le sentait elle aussi. L'atmosphère était lourde, la pièce était glacée et elle sentait une odeur étrange. Les deux femmes tombèrent à genoux et elles se mirent à prier. Leurs mots étaient entrecoupés par leurs larmes. Elle sentait une présence qu'elle ne pouvait voir et elle entendait un grognement tout près d'elle. Soudain, le long chapelet qu'elle portait autour de son cou, Cam se mit à léviter et la croix vint se placer juste entre les yeux des deux femmes.
Puis brusquement, le chapelet se brisa et des dizaines de perles roulèrent sur le sol. À ce moment-là, Carmen réalisa qu'elle avait eu tort de faire interner son fils. Elle décrocha le combiné et téléphona à l'église, qui accepta la communication malgré l'heure tardive. Après avoir expliqué la situation, on lui dit qu'un exorciste viendra les visiter le lendemain. Soulagée à l'idée que quelqu'un puisse résoudre le problème qui tourmentait sa famille, elle décida de prendre une douche. Carmen se trouvait dans la baignoire quand soudain, le rideau de douche s'enroula autour d'elle et immédiatement elle se mit à hurler. Elle n'arrivait pas à se dégager. Puis le plastique commença à se resserrer autour de son visage comme si quelqu'un cherchait à l'étouffer. Et Carmen commença à suffoquer. La chose cherchait à la tuer. Elle voulait sa mort. Puis elle criait, plus l'emprise se resserrait. Camille avait entendu sa tante appeler à l'aide. Quand elle la découvrit, Carmen gissait sur le carrelage de la salle de bain. Elle se débattait pour sortir du rideau de douche. La jeune fille comprit que si elle ne parvenait pas à la libérer rapidement, sa tante allait suffoquer. Alors, sans hésiter, elle déchira le plastique. L'exorciste qui vint les visiter leur conseilla de demander l'avis des deux célèbres enquêteurs du paranormal, Ed et Lorraine Warren. Et un rendez-vous fut bientôt décidé. L'enquête d'Ed et Lorraine Warren. Depuis le départ de Phil, les manifestations étaient incessantes. Des odeurs de chair en décomposition se répandaient dans la maison et les lumières s'allumaient et s'éteignaient toutes seules, même si l'on enlevait les ampoules. Un jour, alors que Carmen faisait les sols, l'eau du seau s'était brusquement teintée de rouge de sang, un rouge profond. Elle en avait eu la chair de poule. Puis il y avait eu l'épisode des assiettes. Elle était sûre de les avoir posées sur la table, mais lorsqu'elle s'était retournée, elles étaient rangées. Elle avait l'impression de devenir folle. Camille avait vu des apparitions qui l'avaient terrorisée. Elle les décrivait en ces termes. Ils étaient incroyablement puissants. L'un d'entre eux était mince avec des pommettes hautes, de longs cheveux noirs et des yeux d'airain. Un autre avait les cheveux et les yeux blancs. Il portait un smoking à rayures et ses pieds étaient constamment en mouvement. John Safis, Ed et Lorraine Warren et deux autres enquêteurs qui se trouvaient être leurs petits-fils et neveux allaient enquêter durant plusieurs semaines dans l'ancien salon funéraire du 208 Meridian Avenue. Ils affirmèrent par la suite avoir vu par eux-mêmes les agressions que les démons infligeaient. Ils les avaient même subies. Ils avaient reçu un grand nombre de gifles et des coups, et ils avaient été poussés à terre. Lorraine rapporta également cette observation. Dans la chambre principale, il y avait une trappe par laquelle les cercueils étaient montés et que durant la nuit, vous pouviez entendre des bruits de poulies et des chaînes comme si des cercueils étaient soulevés. Une nuit, alors que les grincements sinistres se faisaient entendre, Ed se leva pour aller voir qui tirait les chaînes et il découvrit deux femmes qui dansaient en cercle tout en chantant. Mais lorsqu'il voulut s'approcher d'elle, elle disparut brusquement. L'enquête sur l'histoire de la maison leur révéla que d'anciens employés d'une entreprise de pompes funèbres s'étaient rendus coupables de nécrophilie et de nécromancie, ce qui avait attiré le mal sur la demeure, et les époux Warren autorisèrent qu'un exorcisme soit effectué sur la priorité. Quelque temps plus tard, Lorraine Warren fit une déclaration à l'Associated Press expliquant que la maison avait été nettoyée de toute présence maléfique après l'exorcisme mené en 1988. Pendant son séjour à l'hôpital psychiatrique, Philippe avait été déclaré schizophrène et sa mère fut longtemps accablée par la culpabilité de l'avoir fait interner. Il fallait qu'elle le fasse sortir de l'hôpital et qu'elle l'aide à se débarrasser de l'étiquette qu'on lui avait imposée. En le revoyant, elle le serra dans ses bras et le supplia de lui pardonner. La famille Snedeker quitta la maison en 1989. Apparemment, plus aucun phénomène étrange ne serait produit depuis. Philippe est mort en 2012, à l'âge de 38 ans. Voilà comment se termine cette tragédique HVP. Donc, là on est sur, évidemment, encore des dossiers Warren, de Ed et Lorraine Warren. Donc si cette HVP vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, c'est gratuit, ça fait plaisir. À me suivre sur les réseaux sociaux et à marquer en commentaire si tu as suivi jusqu'ici, tu as été jusqu'au bout, tu marques Ortiz. Voilà. Je vous dis à très bientôt, je vous dis à vendredi 1 à 18h30
pour une nouvelle FGP.